Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence qui s'intitule « Quand les journalistes enquêtent sous la menace ». Je suis Baptiste Boutier, je suis rédacteur en chef adjoint de la revue dessinée, dont vous voyez à l'écran le tout dernier numéro. Donc, quand les journalistes enquêtent sous la menace, pourquoi le titre de cette conférence? Parce que c'est vrai que c'est une réalité que l'on pourrait un peu rapidement penser réservée aux dictatures, aux régimes autoritaires ailleurs dans le monde, mais qui existe aussi en France. Pour poser rapidement un contexte, dans son rapport 2023, donc cette année, Reporters sans frontières classe la France à la 24e place mondiale en matière de liberté de la presse, ce qui tout de même n'est pas extraordinaire pour le pays des droits de l'homme. Surtout dans ce rapport, RSF s'inquiète d'un climat de défiance croissant à l'encontre des journalistes, et notamment l'ONG rapporte que les journalistes s'exposent à des attaques physiques et verbales, et précise même que les journalistes environnementaux sont régulièrement intimidés. Ce sont des questions qui génèrent beaucoup de tensions et sur lesquelles il est très souvent difficile d'enquêter, de rentrer dans le fond des sujets. C'est un constat que dans notre profession, hélas, nous faisons trop souvent, partout en France, et notamment donc ici en Bretagne. Deux journalistes devaient être avec nous pour en parler aujourd'hui, parce qu'elles sont particulièrement ciblées par ces intimidations et ces menaces. Il s'agit d'Inès Léraud et de Morgane Large, toutes deux journalistes indépendantes en Bretagne. Dans le dernier numéro donc, de la revue dessinée, nous racontons dans le détail ce que subissent ces deux journalistes, ainsi qu'une troisième journaliste qui, elle, n'est pas bretonne, Hélène Servel. Elle travaille dans le sud-ouest, mais elle travaille comme Inès Léraud et comme Morgane Large sur des questions d'agro-industrie, d'agriculture. Toutes trois donc, travaillent sur ces questions. Et le sujet qu'on a réalisé dans la revue dessinée s'appelle « Prise pour cible », puisque donc c'est l'idée de ce sujet, c'est de raconter comment elles sont prises pour cible. Et c'est un sujet qu'a dessiné Laetitia Rouxel, qui est ici présente avec nous, autrice de bande dessinée, illustratrice, née à Saint-Malo, je crois, aussi. Voilà. Et donc présente pour en parler avec nous. Merci Laetitia. En revanche, donc, je vous le disais, Inès Léraud et Morgane Large devaient être aussi avec nous pour en parler aujourd'hui. Malheureusement, elles sont toutes les deux absentes de dernière minute pour des raisons personnelles. Et nous en sommes bien sûr les premiers navrés, on est désolé. Pour leur remplacer au pied levé, Alain Goutal nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci beaucoup Alain. Alain, alors on va, pour juste se situer un peu, tu es auteur de bande dessinée, dessinateur de presse, l'un des cofondateurs de Quai des Bulles aussi. Ouais. Mais si nous t'avons proposé de venir aujourd'hui, c'est parce que tu es aussi le directeur de publication de Splan, qui est un média d'investigation breton, indépendant et en ligne, que parmi vous sans doute beaucoup connaissent, mais peut-être pas tout le monde, on va en parler. Et c'est un média en ligne qu'ont contribué à fonder Inès Léraud et Morgane Large. Et alors justement, Alain, pour bien comprendre l'idée de Splan, c'est justement un média qui s'est créé, que des journalistes ont créé en réaction aux pressions subies par les journalistes justement qui enquêtent. C'est un peu une espèce de réaction épidermique à cette réalité, à ce constat. Épidermique, c'était aussi un constat pour permettre notamment aux jeunes journalistes de pouvoir travailler sans la pression de l'agro-business ou de l'agro-industrie, comme tu l'appelles, et parce qu'on connaît tous la capillarité qu'il existe entre la presse et l'agro-business via la publicité de l'agroalimentaire dans les journaux, par exemple, et puis aussi la capillarité qu'il y a avec le monde politique. Et il n'y avait pas vraiment d'organes qui permettaient aux jeunes journalistes, notamment aux jeunes journalistes sortis d'une des meilleures écoles de journalisme de France, qui est à Lannion, c'est l'IUT de Lannion, l'IUT de journalisme de Lannion, qui est vraiment une formidable école. Et il se trouve que j'ai plusieurs heures de vol, donc je n'étais pas en âge, même en redoublant, de participer à cette école, mais j'étais déjà intervenu plusieurs fois et j'avais rencontré nombre de ces étudiants qui allaient devenir journalistes. Et lorsqu'ils m'ont parlé du projet, bien évidemment, j'ai pensé que c'était utile et nécessaire de me joindre à quelque chose qui s'apparente aussi à un combat, quoi, quelque part, pour la liberté de la presse, pour l'indépendance de l'information et hors pression. Voilà. Alors Splan existe depuis bientôt 3 ans, je crois, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est en quelques mots? Parce que j'ai juste dit, bon, c'est un média d'investigation en ligne, mais voilà, concrètement, le projet, tu nous as exposé qui était à l'origine du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la démarche et pourquoi ce besoin aussi de créer ça, de cet espace quelque part on parle de safe space parfois pour d'autres situations. On a un peu l'impression que c'est ça qu'ont créé ces journalistes aussi.
Comment aussi ce hors pression peut se réaliser et permettre à des journalistes d'enquêter sur des sujets qui dérangent, et notamment des sujets qui ont trait à l'environnement et surtout à l'agriculture intensive, productiviste, industrielle. En gros, tous les bas du front de l'agrobusiness, quoi. Et c'est une agence qui est c'est une association qui a été créée. On l'a créée en 2020 et les statuts ont été déposés en janvier 2021. Ça, c'est juste pour ceux qui prennent des notes. Et on a déjà réalisé 6 grandes enquêtes. Son principe, c'est qu'elle ne vit que des dons des particuliers, des lecteurs, et de quelques associations. Elle est totalement indépendante financièrement. Les enquêtes sont publiées gratuitement. On a des partenaires et amis dans la presse comme Mediapart, comme Reporter, comme vous par exemple, bien sûr, et aussi quelques télés comme France 3 ou France 24, si je crois, mais ça demande vérification. Des radios comme RKB. Les enquêtes sont bilingues, donc on a aussi des aides d'associations bretonnantes pour cette part qui n'est pas minime. Hein, c'est très important. Donc le peuple breton fait partie également de ceux qui nous soutiennent et avec qui on travaille. C'est une association qui comporte une trentaine de personnes, dont 20 journalistes et une quinzaine de pigistes occasionnels. Nous avons 2 permanents et 2 semi-permanents, c'est-à-dire à temps partiel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Non, c'est déjà bien. Hein. Oui, les sujets. Puis on a des sujets qui, comme ils sont gratuits, ils ont été publiés quand même dans la presse quotidienne régionale, le Télégramme de presse. Oui, parce que l'idée quelque part en fait du coup qui est derrière ces journalistes-là, c'est pour éviter, on va en reparler plus tard, mais pour éviter d'avoir un peu, quand on est dans son média classique, et d'avoir un peu le risque de le mettre en difficulté, on va voir dans quelles circonstances ça a pu déjà arriver par le passé plus loin dans la conférence, d'avoir cet espace où du coup, comme c'est une association, comme c'est gratuit, comme en fait en gros on ne doit rien à personne dans cette association, en fait on peut rien nous priver en publiant dans ce plan, puisqu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un espace où du coup c'est gratuit et tout le monde peut s'en emparer. Quoi. Voilà, il n'y a pas de chantage à la subvention, ce qui nous rend quand même relativement libre. Et ça a été créé aussi, comme tu dis, par réaction aux différentes pressions que tous, les uns et les autres, on a pu subir, et notamment Morgane et Inès. Il se trouve qu'on a les mêmes terrains, on travaille sur les mêmes terrains, et que les menaces sont effectives. On va en reparler, et réelles. Voilà. Tout à fait. Donc, Splan, qui a, donc, tu l'as dit, pour logique de faire des enquêtes et de le faire souvent en collaboration avec d'autres médias. C'est d'ailleurs au programme de la Revue Dessinée, puisque donc Inès Léraud et Christine Falleron, qui sont tous deux journalistes indépendants, tous deux journalistes qui font partie des journalistes qui publient sur Splan, vont signer dans notre numéro 43, qui sortira en mars prochain, c'est pas le prochain numéro, c'est celui d'après, une enquête méticuleuse sur le lobby porcin, dessinée par Sébastien Vassan, en partenariat donc avec Splan, qui le publiera à peu près en même temps, puisque donc au sein de la Revue Dessinée, pour celles et ceux peut-être qui ici ne le sauraient pas, notre concept dans la revue qui est trimestrielle, c'est d'avoir des journalistes et des dessinateurs qui font ensemble un travail d'enquête dessinée, et c'est le cas donc de ce sujet sur les journalistes sous pression, que lui n'a pas été fait en partenariat avec Splan, mais qui se penche donc sur les quotidiens difficiles en tant que journaliste, quotidien en tant que journaliste difficile de Morgane Lage et d'Inès Léraud. Laetitia, donc toi qui, on l'a dit aussi, bretonne, est-ce que c'est une réalité ces difficultés pour travailler en Bretagne quand on est journaliste, et particulièrement sur ces questions environnementales, d'agrobusiness, etc. Est-ce que c'est une réalité que tu connaissais avant de t'emparer de ce sujet et de le dessiner pour la revue ? Alors oui, je le connaissais. J'ai connu les enquêtes d'Inès Léraud dans le journal breton, dans Les Pieds sur Terre sur France Inter. Ça m'a fait un appel d'air d'ailleurs. C'était pour moi un soulagement qu'on puisse un peu libérer la parole sur ce sujet. Moi, je suis sensible à la question depuis, je sais pas, depuis que j'ai 20-25 ans, donc ça commence à dater. Ça fait moins 20 ans. Et puis oui, j'ai été sensible à ce qui s'est passé autour de Morgane Lage et autour d'Inès Léraud, évidemment.
avant qu'elle me propose de dessiner cette enquête. Voilà. Et moi, à titre tout à fait personnel, je pense qu'on est forcément concerné par le sujet quand on habite en Bretagne. Enfin, ça peut être le cas dans le reste de la France, mais en Bretagne, on est quand même très forcément impacté par ça, en tant que riverain, parfois, si on vit à la campagne. Et du coup, voilà, quand elles m'ont proposé de faire cette enquête, j'ai évidemment pas pu refuser. Donc voilà. Tu les connaissais personnellement, ou tu avais déjà eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec elles? Alors Inès Leroux, je la connais, oui. Je la connais un petit peu en fait. Donc je l'avais contactée après les enquêtes sur le journal breton, juste avant que la BD sorte, Les algues vertes, en lui disant que, donc comme je disais, que pour moi il y avait un espèce d'avant et d'après ces enquêtes, le journal breton. Enfin, je ne sais pas à quel point ça a été suivi et écouté, mais c'était quelque chose de qualité. C'était en plus assez narratif. Ce qui est dit dans la bande dessinée qui a été faite dans la revue dessinée, c'est que Sonia Kronlund, qui est donc la dame qui s'occupe de cette émission Les Pieds sur Terre, elle lui a demandé de faire quelque chose de narratif. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a emmenée dans cette enquête, le journal breton. Et donc, pour moi, il y a eu un avant et un après cette enquête dans ma vie, mais je pense aussi peut-être dans la vie des autres Bretons, enfin en tout cas je l'espère, et des autres Bretonnes. Et donc voilà, j'ai dû la contacter, je ne sais plus par quel biais, et je lui ai dit que moi j'aimais son travail, que c'est quelque chose qui était très nécessaire, je pense, et que j'étais son homme, entre guillemets, pour faire la prochaine BD si elle avait besoin. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu connaissais par ailleurs les problèmes qu'avait pu rencontrer Inès et les problèmes qu'avait pu rencontrer Morgane? Est-ce que tu savais que ça pouvait aussi durer? Parce que pour Inès, on va reparler tout à l'heure aussi, évidemment, toute son enquête autour des algues vertes et les problèmes que ça a pu susciter, mais Morgane, elle, notamment dans le cadre de son émission La Petite Lanterne sur RKB, Radio Crest-Braise, a eu des problèmes depuis des années avec son émission. C'est quelque chose qui était... voilà. Est-ce que c'était quelque chose qui était arrivé jusqu'à tes oreilles, quelque chose dont on parlait parfois, ou c'était des choses qui étaient très encore secrètes, c'est pas secrète, mais peu connues, peu sues? En tout cas, moi j'étais au courant, mais je pense que c'est parce que je baignais un petit peu dans les milieux militants, entre guillemets, qui concernent tout ce qui tourne autour de l'agro-industrie. J'étais au courant par rapport aussi aux intimidations qu'elle a eues quand elle a lancé quand il y a eu les coquelicots, là, vous savez, je ne sais pas si vous avez participé à cet engouement autour des coquelicots, mais il y avait eu aussi ces fameuses pisseries, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, où en fait on faisait des analyses d'urine. On a fait des analyses d'urine, on était plus de 6000, je ne sais pas si tu as participé, Alain, mais... Et elle, je sais que Morgane, elle avait co-organisé ça, j'imagine, dans sa ville. Et à la suite de ça, donc ça s'est raconté dans le journal breton, il me semble, elle a eu aussi des intimidations. Donc moi, j'ai été au courant des histoires de boulons, etc. En fait, j'ai connu à peu près Inès et Morgane dans le même temps, quoi. Enfin, en tout cas, leur histoire, je ne les connaissais pas personnellement. Alors, Morgane, elle anime La Petite Lanterne sur RKB depuis longtemps, je ne sais même pas depuis combien de temps, mais 20 ans, voilà. Et à plusieurs reprises, les émissions qu'elle a animées ont donné suite à des menaces, à des intimidations multiples, à des coups de fil anonymes, et à 2 reprises au moins, à la suspension de versement de subventions. Bon, subventions par ailleurs relativement symboliques, mais quand même le symbole de couper le robinet, quoi, suite par des communes ou des communautés de communes, ou des collectivités locales, je ne sais plus exactement, après que Morgane ait tendu le micro à des opposants à une porcherie dans un cas, et puis évoqué une forme de complaisance dans un conseil municipal pour des industriels locaux. Et après, il y a eu, je dirais, il y a eu un franchissement de cap ensuite, quand il y a eu un documentaire diffusé sur France 5, dans lequel, en novembre 2020, dans lequel Morgane Large donc, est interrogée et évoque différents sujets autour des sujets sur lesquels elle enquête, des dérives de l'agro-industrie. Et donc là, déjà, RKB va recevoir une pluie d'appels à nouveau malveillants et des menaces, etc. La porte de la radio va être enfoncée, mais surtout, c'est là que Morgane va être directement prise pour... Oui, les 2 locaux, ouais. Les 2 locaux d'RKB, il y a celui de Rostronin et celui de Saint-Nicodème. Oui, les deux.
On ne sait jamais, hein, ils auraient pu se trouver dans l'un ou l'autre, autant doubler les chances. Oui, les deux ont été défoncés. Oui. Et puis Morgane a été directement menacée elle-même, quoi, de chez elle. À de nombreuses reprises. Son chien a été empoisonné, les clôtures pour ses chevaux ont été brisées. Et puis, cerise sur le gâteau, deux fois, les boulons des roues de sa voiture ont été défaits, déboulonnés. Donc, elle aurait pu avoir un accident extrêmement grave. Donc, là, on change totalement de registre. Parce que des menaces, Morgane notamment, en a depuis très longtemps, depuis qu'elle fait ce métier-là. C'est un aparté, mais qui me semble important. Dans les deux cas, que ce soit Morgane ou que ce soit Ignès, ce sont deux très grandes journalistes. Mais vraiment, de terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles travaillent en Centre-Bretagne, notamment Morgane, que ces enquêtes ne sont pas précédées d'un vrai travail de fond. C'est quelqu'un d'extrêmement intransigeant, mais son problème, c'est une femme. Et donc, par rapport à un milieu très machiste de tradition, ça posait quelquefois des problèmes. Mais bon, jusqu'alors, ça allait. Mais elle avait eu des menaces ou des réflexions, justement par le fait c'était une femme. Ça, c'est pas en soi une menace que tu peux comptabiliser maintenant, mais ça a toujours été. Là, c'était vraiment très, très amplifié. Et quant à Ignès, je suis désolé de la remplacer au pied levé, hein. J'ai pas la tronche d'Ignès, bien sûr, et Ignès fait la moitié de moi, hein, en gros, quoi. Et quand elle va, moi je l'ai vue en reportage, elle est totalement impressionnante. C'est une petite jeune femme, et quand elle pose des questions à des costauds, ils se disent on va se la bêter, quoi. Et elle lâche rien, c'est un pitbull. C'est un pitbull qui fait 40 kilos, mais c'est un pitbull. Et au final, ces enquêtes sont absolument grandioses parce qu'elle va jusqu'au bout des choses. Et toutes les deux, ce sont deux journalistes qui vont jusqu'au bout des choses. Et c'est ça qui est remarquable, et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses. Et c'est pour ça qu'elles sont menacées. Oui. Voilà. Donc on a parlé des diverses, parmi la multitude de menaces dont Morgane a été la cible, la victime, il y a aussi des appels anonymes et silencieux en pleine nuit. Et donc cette histoire de roue déboulonnée, je voudrais quand même y revenir, parce que donc, la première fois c'est en janvier 2021, dit comme ça peut paraître un peu peut-être... je sais pas, dit un peu vite et digérer un peu vite une histoire de roue déboulonnée, ça peut paraître un peu bon. Mais quand même, on parle de gens qui ont donc volontairement déboulonné une roue sans la toucher, tout en la laissant en place pour que du coup, ensuite, quelqu'un puisse prendre sa voiture et qu'au moment où elle roule sur la route, la roue se détache et qu'il y a un accident. C'est quand même vraiment un acte, c'est un sabotage pur et simple. Et d'ailleurs, quand elle s'est renseignée face à ça, quand elle s'est renseignée auprès notamment de RSF pour savoir comment se défendre, comment réagir face à ça, à RSF, on lui a dit ce genre d'intimidation, on voit pas ça en Europe de l'Ouest, quoi. On ne voit ça qu'en Europe de l'Est au mieux, quoi. C'est vraiment des choses, c'est des pratiques qui sont vraiment gravissimes, quoi. Et c'est eux qui l'ont incité fortement à porter plainte. Alors, je peux me permettre, hein, corollaire de ce que tu dis, et qu'on retrouve très bien dans ta BD, Ticia, c'est par rapport à ces faits, ce qui est absolument sidérant, c'est l'apathie des forces de gendarmerie auprès desquelles elle s'est plainte plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans les histoires de viol, quoi, tu vois. On veut déposer une main courante, mais non, vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr. Et donc, on était en plein dans la période où l'agrobusiness avait créé cette notion magistrale qu'on appelle l'agribashing. C'est-à-dire, dès que tu disais du mal du système, tu pouvais être épinglé, voire inquiété. Et quand je parlais de la capillarité tout à l'heure du monde politique et du monde agricole, de ce monde agricole, parce que c'est pas toute la paysannerie n'est pas représentée par l'agro-business, bien évidemment. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Mais en même temps, j'ai une excuse. Hein, ouais, je parlais de l'agribashing et de la fameuse cellule Déméter, qui a été depuis épinglée par le Conseil d'État pour pratiques complètement arbitraires de leurs enquêtes. Et au moment où il y a eu ces incidents avec Morgane dont tu parles, elle avait reçu une correspondante, une journaliste allemande qui avait fait des enregistrements dans les fermes. Elle t'a raconté ça, non? Raconte-nous. Et cette fameuse cellule Déméter s'est présentée un jour dans le gîte
où cette journaliste avait fait quelques reportages dans les fermes pour saisir les cassettes. Alors là, effectivement, on est dans l'Europe de l'Est, période stalinienne, quoi, complètement. Tu ne le savais pas, ça? Non, je ne connaissais pas cette histoire. Il y en a tellement qu'en fait, on finit par perdre un peu le fil. Il y en a beaucoup, ouais. Et alors justement, le fait d'assister à tout ça, et on voit bien à quel point ça t'indigne de constater tout ça. Est-ce que c'est aussi ça qui, toi, t'a donné envie de t'engager auprès de ces jeunes journalistes parce que toi, tu n'es pas journaliste. Je suis dessinateur de presse, j'ai ma carte de presse en tant que dessinateur de presse. Putain, tu fais plus d'enquête. Tu te fais insulter. Hein, alors, j'ai parlé trop vite, pardon, mais tu vois ce que je veux dire. Non, tu fais pas d'enquête aujourd'hui sur le terrain comme eux ils le font. Tu fais encore ça avec eux? Tu le fais avec eux? Autant pour moi. Je m'écrase. Oui, j'ai dépassé l'âge, je sais, mais je fais quand même. Non, mais dans ce que j'avais. Bon, bref, c'est pas très grave. Non, mais bien sûr que oui. Puis en tant que dessinateur de presse, ça fait longtemps que je suis inquiété pour mes dessins contre l'agro-business. Bien sûr, je sais. Menacé, menacé physiquement. Et depuis longtemps, non, je crois. Donc, c'est pas nouveau, si tu veux. Bien sûr. Mais là, ce qui est nouveau, c'est par rapport aux journalistes qui font des vraies enquêtes. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu trop d'inquiétude. Puis, je pense que maintenant, les garde-fous sont tombés. C'est-à-dire que certaines catégories de personnes osent tout jusqu'à l'intimidation, la menace et tout ça, quoi. Mais dans le cas de Morgane Large, par exemple, sur le cas des déboulonnages, là, on ne sait pas si c'est le voisinage proche. C'est assez sournois, en fait. Tu vois, c'est d'autant plus source d'angoisse pour elle, je pense. Enfin, elle n'est pas là pour répondre, c'est dommage. Mais tu vois, là, c'est invisible. Enfin, tu vois, ça peut être n'importe qui, en fait. D'ailleurs, je crois qu'elle a demandé à partir de chez elle. Je ne sais pas si c'est fait. Mais... Elle avait déménagé, ouais. Oui, mais elle va rester en Centre-Bretagne. Oui, bien sûr. C'est le paradis terrestre, on ne peut pas non plus... En toute objectivité, bien sûr. Vous ne connaissez pas, mais c'est un très beau pays au centre. On est dans les montagnes, on a les pluies éternelles, comme dit Patrick Ewen, parce qu'on est à 300 mètres, mais c'est assez haut quand même, c'est un beau pays. Et l'agro-business n'a pas encore eu le temps de s'y installer parce que c'est une terre pauvre, une terre très pauvre. Et même, donc une terre pauvre peut aussi recevoir des élevages industriels, donc ils ne se gênent pas, quoi. Alors ce qui change quand même au moment, début 2021, au moment où il y a cette histoire de déboulonnage de roues, c'est que justement ce plan est en train d'être mis sur pied en même temps, bon, c'est de façon concomitante, mais voilà, et que du coup les journalistes peut-être aussi à ce moment-là se sentent un peu moins seuls, et donc au moment où il y a toutes ces menaces qui pleuvent après le documentaire diffusé par France 5, RKB va se mettre en grève. Il y a une manifestation qui est organisée à Rostrenen, je crois, dans les Côtes-d'Armor, parce que c'est de là d'où RKB émet. Ce qui est arrivé à Morgane, en fait, et donc tout ce dont on vient de parler, c'est aussi la démonstration finalement de la fragilité et de la précarité d'un métier, du métier de journaliste, notamment du métier de journaliste quand ils sont indépendants ou dans des petits médias, comme c'est beaucoup le cas en Bretagne. Et parmi les fondateurs de Spland, c'est aussi pour ça qu'ils sont allés dans cette direction-là. Mais c'est aussi le cas, et je dois le dire aussi pour mon titre à moi, pour la revue dessinée. Les journalistes qui signent dans la revue dessinée sont majoritairement des journalistes indépendants. On fait travailler des journalistes. Ça veut dire quoi indépendant peut-être aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est, nous ça nous paraît évident dit comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde sait. Quand on dit journalistes indépendants, on parle de journalistes qui en fait ne sont pas salariés d'une rédaction, ils sont pas titulaires en CDI à Ouest France, à France Bleu, au Monde, où vous voulez. C'est des journalistes qui en fait travaillent pour plusieurs médias et qui sont payés sujet par sujet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent travailler, ils peuvent proposer à plusieurs gens différents, etc. Ce qui est la partie plutôt pratique ou agréable de ce statut-là. Mais la partie désagréable, c'est que si vous faites un sujet qui déplaît, qui fait qu'un média pour lequel vous avez fait cette enquête-là, du coup, se retrouve emmerdé parce que il est attaqué en justice, etc. Peut-être que du coup, demain, ce média vous fera plus travailler parce que vous lui avez attiré des soucis, en gros. Donc, c'est vraiment un statut qui peut être, et évidemment, bien sûr, la partie financière aussi, puisque du coup, comme vous n'êtes pas salarié, eh bien, si vous arrivez à vendre vos sujets, vous gagnez de l'argent. Si vous galérez un peu à les vendre, si d'un coup, il y a des médias qui vous ferment un peu leurs portes parce que la dernière fois, ça s'est pas bien passé, il y a eu un procès, etc., et ben d'un coup, peut-être vous allez avoir moins de revenus. Ça peut être un peu difficile parfois de joindre les deux bouts. Donc, nous, au sein de la revue dessinée, on essaye quand même de privilégier en fait, les journalistes indépendants. On fait aussi travailler parfois des journalistes qui sont salariés dans des rédactions et qui sont spécialistes d'un sujet et qui vont faire un sujet dans la revue dessinée de façon occasionnelle. Mais on essaye le plus possible de faire travailler des journalistes indépendants pour les aider à vivre, pour que ce statut de journaliste indépendant puisse continuer à exister et à ne pas être qu'une galère ou du coup qui
décourage, parce que beaucoup de journalistes indépendants, ou on dit aussi pigistes dans la profession, finissent par lâcher l'affaire parce qu'en fait ils galèrent, ils n'arrivent pas à en vivre, ils sont obligés de faire des jobs alimentaires à côté, puis au bout d'un moment en fait ils jettent l'éponge. Et c'est aussi le cas des journalistes qui ont fondé Splan, c'est aussi beaucoup des journalistes indépendants. Pour des journalistes comme Morgane, comme Inès, comme Hélène Servel aussi dans le sujet, qui donc enquêtent sur des sujets compliqués, qui enquêtent sur des sujets conflictuels, comme l'agro-industrie, l'agro-business, où on peut y avoir des menaces, comme on vient d'en parler. Et c'est une espèce un peu d'épée de Damoclès, quoi, qui fait que si vous n'arrivez plus à proposer vos sujets, à vendre vos sujets, en gros, vous allez avoir peut-être moins d'argent et peut-être vous allez plus réussir à vivre de votre métier. Vas-y. Juste une petite précision, parce que j'ai oublié de vous la donner tout à l'heure. Tu ne me l'as pas posé la question, mais en même temps, voilà. C'est par rapport à Spland. Spland est un nom breton, bien évidemment. En breton, ça veut dire plus clair, transparent. Voilà. Vous avez la traduction de Spland. Ce qui devient notre credo, en fait. Voilà. C'est une précision qui me semblait. Tout à fait. Qui est corollaire de ce que tu viens de dire. Mais absolument. Ouais, et pour parler un petit peu d'elle aussi, parce qu'on est concentré sur Morgane et Inès, qui est logique, puisqu'elles sont toutes les deux bretonnes et sur des sujets bretons, et on est en Bretagne, et que tu les remplaces brillamment. La troisième journaliste dont on parle dans le sujet, Hélène Servel, a décidé de faire, pour aller un peu dans le sens de ce que j'exposais avant, elle a décidé de faire un peu une pause dans son métier de journaliste, parce qu'elle a du mal à se remettre... à joindre les deux bouts, et ça lui a fait faire un burn-out, le fait de subir des menaces. Alors on en parle dans le sujet, on ne va pas en parler longuement ici maintenant, mais elle, pour le coup, elle a été violemment, elle a subi des violences par un espèce de géant des maraîchages dans le sud-ouest, etc. Bon, je vous passe les détails, mais voilà, ça lui a causé un burn-out et elle a du mal à s'en remettre, et du coup elle a décidé quelque part, le jeu en valait pas la chandelle, et à minima faire une pause dans son métier de journaliste. Je fais un parallèle, peut-être un peu cavalier, mais en tout cas, la précarité et le fait d'être indépendant et de ne pas toujours réussir à vivre de son travail, c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans la bande dessinée. On sait qu'être auteur de bande dessinée, être illustrateur, illustratrice, autrice de bande dessinée, c'est des métiers qui peuvent être incertains, précaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, que ce soit vous personnellement ou autour de vous, des gens qui ont, à minima, se sont posés ces questions-là, de peut-être en fait tout simplement arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les bouts, ou est-ce que même qu'ils l'ont fait, qui ont décidé de finalement tourner la page parce que en fait c'est trop précaire et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Oui, juste pour revenir sur ce que tu as dit avant par rapport à Hélène Servel, qui a effectivement fait un burn-out à la suite de cette agression avec le gros saladiculteur, le plus gros d'Europe apparemment, qui est dans le sud de la France. Hélène, elle a effectivement fait un burn-out, mais là, elle vient de ressortir une enquête sur le même sujet. Hein. C'est encore sur les travailleurs, c'est sur les conditions des travailleurs étrangers, en fait, dans les grosses fermes, maraîchages et compagnie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'elle... Tant mieux. C'est incroyable parce que... Oui. Comment s'appelle déjà la boîte d'intérim ? Oui, c'est ça, ouais. Oui. Terra, je ne sais plus le nom de la boîte d'intérim. En tout cas, je sais plus. Moi, je lis les BD des autres. Ils les dessinent, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dedans. En tout cas, tu as raison, ça aboutit plutôt positivement pour... Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre qui va se recréer, qui aura un autre nom, qui ne sera pas forcément plus éthique. Mais en tout cas, Hélène, elle a rebondi et elle a refait une enquête. Voilà, c'était pour dire ça. Et pour rajouter à la précarité, je pense qu'on peut le dire aussi, par rapport à ces 3 journalistes et sûrement d'autres, c'est que quand elles sont ennuyées comme ça, enfin je dis ennuyées, c'est un euphémisme, hein, c'est des vrais... c'est des vrais traumatismes, hein, je pense. Enfin, c'est pas. Je sais que Inès Léraud, elle a fini chez le psy, quoi. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois qu'on a eu une rencontre ensemble l'année dernière au domaine de Caravelle. En fait, ce que je voulais dire, c'est que donc des burn-out ou des intimidations judiciaires comme Inès Léraud, c'est en fait des mois et des mois de préparation de procès, et pendant ce temps-là, elle travaille pas. Donc c'est pas de revenus. Voilà, donc ça c'est aussi à prendre en compte dans la précarité des journalistes pigistes. Et voilà, réponds si tu veux pour les autrices, les auteurs de BD, illustrateurs. Parce que...
Oui, mais bien sûr qu'on a plein d'exemples autour de nous de personnes qui ont préféré arrêter, baisser les bras, parce que les conditions... Moi, je pense juste aux jeunes auteurs de BD actuellement qui rentrent dans le métier. Et quand je vois le tarif des planches, quand je vois la manière dont ils sont rémunérés, je me dis qu'effectivement, les temps ont véritablement changé, sincèrement. Donc là, c'est l'avantage, effectivement, d'avoir connu plusieurs périodes. Mais à titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé à publier dans Pilote, je faisais que le dessin et la couleur. Et j'étais payé plus cher. Je n'étais même pas payé plus cher. Je touchais à environ 1200 francs. À l'époque, c'était des francs. Et 1200 francs, on voit à peu près ce que ça peut représenter. Et actuellement, un jeune auteur, quand il publie une planche, scénario, dessin et couleur, s'il est payé 100 €, il est content. T'as qu'à voir en équivalence. Alors, Pilote, c'était il y a 40 ans, quoi, voilà. C'est juste hallucinant, la dégringolade des conditions de sécurité financière pour les auteurs. Donc, je comprends qu'il y en a qui désespèrent, quoi. Et on a plein d'exemples d'auteurs reconnus qui ont préféré arrêter carrément le métier. Voilà. Reconnu ou pas, peu importe qu'il soit reconnu, ou pas, ouais. Reconnu, je voulais dire reconnu par ceux qui connaissent la BD. Ouais, qui est reconnu par ceux qui... Oui, en plus reconnu par le métier et reconnu par les lecteurs. C'est-à-dire des gens qui étaient... Tu ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient baisser les bras. J'ai quelques exemples, je ne vais pas vous les nommer, mais que beaucoup connaissent, quoi. Ouais, on peut retrouver cette précarité un peu partout, et pas que chez les auteurs de BD, et pas que chez les journalistes indépendants, dans la société tout entière. Je crois que tout s'effondre au niveau de la reconnaissance. Et tout augmente au niveau des tarifs, mais de ce que tu dois payer, quoi. Et de ce que tu gagnes, tout baisse, quoi. C'est vraiment... c'est une caricature, mais je suis caricaturiste un peu, hein, comme métier, donc... mais c'est pas si faux, hein. Ouais. Après, je crois qu'il y a tous les prix sont pratiqués. Hein. Ouais. Franchement, des fois, j'ai un peu l'impression... Oui, c'est vrai. Bon, voilà, ça, j'ai envie de dire, ça se marchande, quoi. Moi, en tout cas, je suis pas au stade où j'ai envie d'arrêter ou de baisser les bras. Peut-être que j'ai de la chance, j'en sais rien, mais en tout cas, en ce moment, ça va plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai fait des petits boulots, moi, à côté, pendant longtemps. J'ai vendu des légumes bio sur les marchés pendant 10 ans. Mais petit à petit, je me suis fait une place, quoi, doucement mais sûrement. Peut-être, je ne sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que tout se pratique. Enfin, c'est les écarts entre les différents contrats, parce que je commence à connaître un petit peu dans mon entourage ce qui peut se pratiquer. Enfin, ça va du tout au tout, quoi. Ça peut être 5 000 pour scénariste, illustrateur ensemble, un contrat de 5 000 à se partager, quoi. Jusqu'à, alors là, j'ai même pas les prix, moi. Moi, ce que je connais, ça va jusqu'à 25 000, mais... Je pense que si on est un auteur ou une autrice reconnue ou à succès, ce qui est encore différent, ça peut être les deux aussi, mais là, on peut négocier davantage, évidemment. Ouais. Alors, pour revenir au sujet, pour se réagir, pour se soutenir, on voit dans le sujet, c'est ce que j'ai affiché là à l'écran, dans le sujet publié dans la revue dessinée, on voit Inès, Morgane et Hélène, mais d'autres journalistes aussi, se retrouver chez Inès, je crois, pour dîner ensemble et ainsi, une forme de nécessité finalement de se serrer les coudes pour, au-delà du fait d'en parler, de médiatiser, mais aussi de se retrouver ensemble, de partager ce vécu et de se raconter ces histoires pour s'entraider, etc. Finalement, l'idée de Splend, c'est un peu ça aussi, non, que les journalistes ils ont eu en créant ce truc-là, c'est de créer un collectif pour être plus fort, pour oser davantage peut-être, je sais pas, garder le moral, se soutenir. Enfin, il y a cette idée quand même aussi de, finalement, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant, mais en se reconnaissant entre nous et en se serrant les coudes, quoi. Oui, c'est l'idée du travail collégial. C'est tellement plus confortable de travailler en équipe d'une manière collégiale. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu parlais tout à l'heure de Quai des Bulles. Lorsque Quai des Bulles a été créé, c'est le principe de fonctionnement de l'organisation. C'est une organisation collégiale, transversale et non pas pyramidale. Et c'est le même principe à Splend. Les sujets sont discutés, les projets aussi sont discutés, des fois âprement. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et c'est ça qui est vraiment bien.
Moi, je bois du petit lait la plupart du temps. J'interviens peu, contrairement à là. Et donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est du bonheur. Et c'est vraiment un sentiment d'espoir très profond par rapport à la société. D'une manière générale, je trouve qu'il y a des erreurs au niveau de la manière des projets de l'agro-industrie sur l'agriculture tout court. En gros, la manière dont l'industrie a confisqué l'agriculture. C'est ça, le problème, il est là. L'industrie, quand elle confisque tout. Mais malgré tout, la Bretagne est une terre où il y a beaucoup de solidarité. Les circuits courts fonctionnent de plus en plus. Et paradoxalement, la Bretagne, qui connaît, je crois, la plus grande intensité d'élevage industriel, pour parler que des élevages industriels, donc de la mainmise et du poids de la FNSEA sur l'agriculture, c'est aussi la région de l'Hexagone où il y a le plus de fermes bio. C'est paradoxal, quoi. C'est vraiment totalement schizophrène comme situation. Et donc, voilà, c'est dans ça qu'on essaye de se débattre, mais pour lequel on garde aussi pas mal d'espoir, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on garde beaucoup d'espoir. Et les agriculteurs bio en Bretagne se défendent assez bien. Comme des bons Bretons, quoi. Ouais. J'avais encore au téléphone avant-hier Julie Lalouette-Geffroy, qui est une des journalistes qui est à Spland, et elle me disait, une des journalistes indépendantes qui fait partie du collectif de Spland, et elle me disait, Spland, c'est un enfant des algues vertes. Ici en Bretagne, personne désormais ne peut ignorer ce sujet des algues vertes qui a été mis en lumière par le travail d'investigation d'Inès Léraud, qui a donné lieu notamment à un sujet dans la revue dessinée, une enquête dessinée dans la revue dès 2017, puis 2 ans plus tard, à cet album, Algues vertes, l'histoire interdite, qui est rapidement devenu un best-seller et dont on est très fiers à la revue dessinée, parce que c'est nous qui l'avons édité en partenariat avec Delcourt. Et pour cette BD, entre autres, pas que pour cette BD, mais pour cette BD, pour cette enquête incroyable qu'elle a fait sur les algues vertes, Inès Léraud a connu beaucoup de soucis, bien sûr, elle aussi. Bien avant sa publication, tout au long de son enquête, déjà, elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tentatives de la faire arrêter en chemin. Et d'ailleurs, c'est en partie, je ne sais pas si dans la salle, peut-être certaines n'ont pas encore lu cette bande dessinée, et je les encourage vivement à le faire, parce que c'est une enquête incroyable. Et ce livre raconte en partie ça, raconte en partie la difficulté d'enquêter sur le sujet et les nombreux obstacles qu'Inès rencontre et doit surmonter pour réussir à poursuivre son enquête. Voilà, comment cette omerta s'exerce aussi, finalement, c'est une omerta sur ce que sont les algues vertes, comment elles arrivent là, mais aussi sur l'empêcher ça s'exerce aussi sur elle, sur son travail, l'empêcher de parler, de mettre à jour ce scandale à la fois sanitaire et agro-industriel. Puis donc, des soucis aussi après la publication de l'album, qui vont notamment susciter ce que l'on appelle une procédure bâillon. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce que c'est une procédure bâillon? En gros, c'est un procès qui n'aura pas lieu, quoi. C'est-à-dire, la menace fait que tu as une plainte qui est déposée, il y a toute une procédure qui est engagée pour arriver à un procès, et juste au moment du procès, le plaignant s'efface. Il renonce pour faire renoncer, en fait. Mais en réalité, ça n'a servi à rien. Ce que je voulais préciser justement par rapport à cette mesure, et ce qui est considérable par rapport à cet album, c'est que l'enquête est tellement sérieuse que tous les acteurs de l'enquête sont nommés. Tous les politiques sont nommés, tous les responsables des différents syndicats agricoles sont nommés. Et malgré cela, et malgré les accusations qui sont portées par rapport à ce système, aucune plainte n'a été déposée. À part cette mesure, cette tentative de procédure bâillon, qui bien sûr qui a échoué puisqu'il n'y avait rien dedans. C'est même pas qu'elle a échoué, c'est qu'en fait le plaignant, donc, qui est Christian Buzon, qui est un personnage phare de l'agroalimentaire en Bretagne, en fait il a porté plainte et 4 jours avant le procès il a retiré sa plainte. Voilà. Donc en fait c'est vraiment uniquement porter plainte pour faire perdre du temps et perdre de l'argent à des journalistes qui n'ont globalement ni l'un ni l'autre. Et pour qui perdre du temps, c'est perdre de l'argent aussi, puisqu'on l'expliquait, c'est ce que tu disais, ils sont indépendants, et donc du coup, tout le temps qu'ils passent à préparer un procès, à constituer des pièces, à préparer leur défense, c'est du temps pendant lequel ils ne travaillent pas, et donc ils ne sont pas payés, puisqu'ils ne sont pas salariés, ils sont indépendants. Et c'est des plaintes qui n'ont aucune chance d'aboutir, qui reposent sur des motifs bidons. Oui. Et qui sont retirés à la veille de procès, parce que c'est des procès pour les plaignants qui sont perdus d'avance, en fait. Et ce qui est très drôle, j'ai lu dans ta BD,
que vous avez publié, des phrases que tu retrouves à tous les coins de rue quand tu es sur le terrain. Ceux qui attaquent l'agriculture sont des bobos qui boivent du lait de chèvre. Oui, c'est très bien. Voilà, et tu la retrouves partout. Et là, voilà, c'est ça, tu la retrouves par exemple dans le procès que l'autre journaliste a eu contre le mec qui l'avait agressé. Dans le Sud-Ouest, ouais. Voilà, ouais. Avec les mêmes arguments. Là, en l'occurrence, c'est l'avocat qui dit cette phrase. Mais nous, on nourrit les Français. Alors ça, c'est la phrase absolument grandiose. L'agriculture industrielle, 70% des produits de l'agriculture industrielle sont pour l'export, ne sont pas pour nourrir les Français. Il faut quand même le savoir. Donc c'est des arguments bidonnés. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas à convaincre, Alain. Je ne suis pas à convaincre. Et juste pour préciser quand même, si ça s'appelle procès Bayon, parce que pendant ce temps-là, elle ne travaille pas évidemment, et puis elle ne peut pas enquêter sur autre chose. Enfin, je pense que c'est pas pour rien que ça s'appelle. Il y a ça, mais il y a aussi, en fait, le but il est multiple. Juste pour te préciser, Inès Léraud, elle a été aussi la cible d'un autre procès Bayon pour une autre enquête qu'elle a fait pour le groupe, sur le groupe Chéritel, pardon, et qui a été publiée par un média en ligne qui s'appelle Basta, un média d'investigation. Et c'est pareil, c'est une attaque en justice par le groupe Chéritel qui s'est retiré le jour de l'ouverture du procès. C'est-à-dire que le jour de l'ouverture du procès, l'avocat de Chéritel arrive et dit en fait mon client s'est retiré, je suis désolé, voilà. Donc on est vraiment sur le même cas de figure. Alors effectivement, il y a le fait d'empêcher de faire perdre du temps, faire perdre de l'argent, les deux se recoupant dans le cas des journalistes indépendants. C'est pas le seul but des procédures Bayon. Il y a aussi un autre but qui est de tenter, même si c'est relativement, ça arrive peu, mais de tenter en fait d'avoir le nom des sources, puisque évidemment il y a le secret des sources quand on est journaliste. Et donc typiquement dans le cas d'un groupe industriel, on va avoir des sources à l'intérieur d'un groupe qui vont vous fournir des documents, des travaux, etc. Et l'industriel qui est pas content, il veut savoir qui est la taupe, quoi, si je peux caricaturer. Et porter plainte, c'est une façon d'espérer finalement avoir accès à ces noms-là. Bon, heureusement, c'est des choses qui arrivent très 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 rarement, mais c'est un peu le but de ce genre d'opération aussi. Et puis, c'est aussi intimider, déstabiliser, et ça marche en fait. C'est ça qui est le pire, parce que par exemple, Inès Léraud, avant de proposer son enquête sur Chéritel à Basta et de la faire publier par Basta, elle avait proposé à plusieurs autres médias qui avaient refusé de prendre l'enquête parce que Chéritel a une réputation d'être procédurier. Et du coup, il y a des médias que ça décourage parce que ça fait perdre du temps et de l'argent aux journalistes qui enquêtent, mais ça fait perdre du temps et de l'argent aussi aux médias qui publient ces enquêtes et qui du coup se retrouvent à eux aussi devoir préparer des dossiers de justice, etc. On parle de médias, que ce soit Basta, que ce soit d'autres médias, parce que les médias pour lesquels travaillent Inès Léraud et les autres journalistes indépendants sur ces questions-là ne sont pas toujours en tout cas des grands médias bien installés qui ont les reins solides. C'est aussi des médias dont l'économie peut être fragile et du coup perdre du temps, de l'argent à préparer des dossiers de justice pour rien, pour des procès qui n'auront pas lieu, qui vont être annulés 4 jours avant, le jour même de l'ouverture, c'est aussi décourageant. Et du coup, la fois d'après, quand Inès, elle vous rappelle et qu'elle vous dit « Ah, je voudrais bien faire une enquête sur Chéritel », eh ben, ça va peut-être vous passer l'envie de la publier. C'est ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Pour Basta, elle n'a pas dit que c'était que Chéritel était procédurier. Peut-être c'est pour ça que c'est passé, mais en même temps, apparemment, ils ont un très bon avocat qui est habitué. Oui, et puis de toute façon, c'est des procès qui ont... Enfin, Inès, on connaît le travail d'Inès, il est excellent. Et nous, à la Revue Dessinée, on travaille régulièrement avec elle. Elle est dans ce numéro, elle est dans le prochain, elle est dans celui d'après. Il y a eu les algues vertes avec elle aussi. On a une toute grande confiance en son travail parce qu'on sait que c'est hyper solide, hyper sérieux. Quand on fact-check, parce que c'est aussi ce qu'on fait dans notre travail de rédaction en chef, on va vérifier ces informations, on fait une espèce de contre-enquête en fait sur son enquête. Et voilà, on voit, c'est hyper sérieux, hyper carré. Et donc les médias qui la publient savent très bien que s'il y aura des attaques en justice, elles n'ont presque aucune chance d'aboutir. Mais malgré tout, il faut les préparer quand même, parce qu'on ne va pas non plus devant la justice. Si jamais on va quand même dans un procès, il faut quand même bien avoir préparé quelque chose. Donc voilà, tout ça c'est quand même en gros fastidieux et ça peut décourager à l'avance. Bon, il y a d'autres histoires encore avec les algues vertes, on pourrait continuer la liste longtemps. Non, il y a un truc que j'ai pas dit qui est quand même très important aussi, pardon. C'est que donc Inès Léraud, ses procès l'ont usée. Évidemment, le jour du procès Mornay de Chéritel dont on parlait, il faut quand même se rendre compte aussi que sa fiche Wikipédia annonçait sa mort ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence symbolique. Voilà, l'ignominie, ouais. Si vous êtes la principale concernée, il y a votre fiche Wikipédia qui vous annonce mort le jour même, c'est quand même un truc... C'est sérieux quand même, hein, en gros. Ça a vite disparu. Mais... Ouais. Donc oui, il y a eu d'autres histoires encore, parce que donc il y avait le Salon du Livre de Quintin qui avait annulé sa venue après que
après l'intervention d'un élu de la municipalité, qui par ailleurs était salarié de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor liée à la FNSEA. Il y a aussi une maison d'édition régionale. Alors depuis, la BD, d'ailleurs je crois qu'il y a eu un problème, mais il y a une maison d'édition régionale qui avait renoncé à traduire la BD Algues Vertes en breton. Pas peur de perdre des subventions du Conseil régional de Bretagne. Conseil régional de Bretagne qui ensuite a contribué au financement du film sur les algues vertes, qui, vous l'avez peut-être vu pour certains d'entre vous, est sorti en salle en juillet. Donc le Conseil régional de Bretagne a contribué au financement du film. Je ne sais plus combien ils ont versé, je crois 200 000 euros. Mais ça a été compliqué. Ouais. Et ils ont refusé, mordicus, de diffuser le film au sein du Conseil régional de Bretagne, alors qu'il a été diffusé dans de très nombreuses institutions publiques en France, notamment à l'Assemblée nationale à Paris. Donc il y a une espèce de truc un peu schizophrène de oui on veut bien mais en fait on veut pas. Enfin, c'est vraiment très... Et puis toutes les interdictions qu'il y a eu sur le concert dessiné Les Algues Vertes. Enfin, oui. Je sais que dans... Moi j'habitais avant sur Dinan Agglo, ça fait tout un pataquès en fait. Et c'est même à se demander pourquoi ils ont fait ça. Ils ont annulé le concert dessiné qui devait avoir lieu à Planquette, donc sur Les Algues Vertes. Voilà, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, je pense, mais voilà, que ça dérange. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc Splan, en même temps, il y a des notions d'espoir, parce que tout à l'heure, on parlait du financement, par exemple, de Splan. Splan a reçu une donation du ministère de la Culture pour création d'un média, et quand même pas une petite donation. On a reçu 50 000 euros, quand même, tu vois, ce qui est pas mal. Et Splan est... en lui-même un motif d'espoir aussi, puisque donc voilà, c'est un peu, on l'a dit déjà, mais c'est une réaction épidermique à tout ça, à toutes ces pressions, qu'on subit sur les algues vertes. Et c'est un peu tout ça, en gros, ce qui arrive à Morgane, ce qui arrive à Inès après les algues vertes, tout ça est en 2020-2021, ça colle avec le lancement de Splan. Je crois qu'il y a une histoire autour d'une tribune qui avait été publiée dans Libération voilà, pour défendre Inès, et qui a un peu été un espèce de moteur, détonateur pour que des journalistes ici en Bretagne, du coup, se réunissent en collectif et créent ce média. Tant mieux, parce que voilà, entre-temps, Inès, comme Hélène, dont on parlait du burn-out que Hélène a vécu, Inès, elle aussi, du coup, en plus, c'était en période aussi de confinement, bon, beaucoup de choses s'accumulaient, et voilà, Inès, elle aussi, a eu une période très compliquée où elle a fait un burn-out et où elle a eu tu as parlé tout à l'heure, je crois, du fait qu'elle avait eu un suivi psy, et effectivement, grâce à RSF qui l'a aidé, qui l'a soutenu et qui lui a financé un suivi psychologique, elle a pu comme ça un peu, on en reparle un petit peu dans la bande dessinée, on a pu comme ça un peu remonter la pente, mais c'est des choses, tout ça pour dire que ces pressions, ces intimidations, même si aujourd'hui Inès et Morgane continuent leur travail et poursuivent leur enquête, et on en est ravis, c'est pas des choses qui sont anodines, et c'est pas des choses qui laissent évidemment insensibles. C'est pas sans effet, ça décourage, ça envahit, et c'est dur de s'en remettre. Et finalement, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler. Laetitia, tu t'es retrouvée donc à dessiner ce récit qu'on a fait dans la revue. Toi, en tant que dessinatrice, bretonne, mais même tout simplement citoyenne. Tu as déjà parlé tout à l'heure de ta sensibilité à ce sujet-là et de ton engagement aussi sur ces questions-là. J'imagine que c'est quelque chose que tu as eu à cœur finalement de faire aussi, quelque chose qui t'a semblé important de faire, de contribuer à médiatiser, à parler de ces sujets-là, à ne pas que ça reste finalement des histoires qu'on se raconte en privé, mais voilà, que ce soit sur la place publique aussi. Oui, évidemment, ouais. Et après, je sais que de leur côté, c'est parti du fait que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que ce sont des femmes, donc toutes les trois. Et donc il y a aussi les deux journalistes qui arrivent à la fin du récit, et que sans doute qu'elles ont un gros besoin. Enfin, je sais qu'elles se retrouvent entre elles, ces femmes journalistes qui enquêtent sur l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Moi j'ai reçu un texte, donc j'ai dit oui évidemment assez vite, et Inès m'en avait parlé en amont, qu'elle avait cette idée-là pour faire témoigner donc au moins 3 témoignages de femmes qui enquêtent sur l'agro-industrie. Et quand j'ai reçu le texte, j'ai été hyper touchée en fait. C'était pas seulement le cerveau de la militante entre guillemets qui, je veux pas cette étiquette de militante, mais malgré tout je le suis un peu. C'est pas seulement ce côté militant qui a été touché, c'est le côté elles engagent en fait leur corps, quoi. Elles engagent leur sensibilité, et elles sont touchées au plus profond de ça en fait, de leur émotion, de leur état psychologique. Donc il y a des choses qui sont factuelles, mais il y a aussi des choses qui sont purement émotionnelles,
Et je me suis dit, est-ce que ça va être simple de raconter ça, en fait, en plus, un reportage dessiné. C'est pas une narration fictive, ce sont des faits, quoi. Mais a priori, moi j'ai posé la question aux 3 concernés, hein, les lecteurs, les lectrices, ça c'est autre chose, mais elles pensent que ça reste fidèle. Parce que j'ai pas simplement fait le dessin, j'ai fait aussi la mise en scène en fait. J'ai eu un texte, j'ai eu un texte assez brut, assez long. Il y a eu pas mal de coupes. Ça m'étonnerait. C'était un travail d'élagage un petit peu, mais je pense qu'on a gardé le succès d'année, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, au dire des 3 journalistes, ça reste fidèle. Mais alors c'est intéressant justement, parlons un petit peu de ça, de l'adaptation, enfin du travail de bande dessinée justement sur ce sujet-là, parce que ce sujet donc. Voilà, il avait du sens sur le papier, d'ailleurs au propre comme au figuré. C'est 3 histoires de 3 journalistes, femmes, qui enquêtent sur l'agro-industrie et qui se font emmerder, désolé pour le terme, mais voilà, pourrir la vie. Mais en bande dessinée, est-ce que toi, ça t'a posé des difficultés de tisser, enfin, que ce soit en termes de mise en scène et de mise en dessin, est-ce que ça t'a posé des difficultés de tisser ces 3 récits ensemble ? Alors ça, c'était pas le plus compliqué parce qu'on a trouvé une astuce assez rapidement, à savoir il y a un code couleur, hein, tout simplement, qui différencie les 3 récits qui s'entremêlent. Ce qui est plus compliqué pour ma part, c'est que j'avais jamais fait ça, de reportage en bande dessinée. En tant que lectrice, j'avoue que je préfère quand même les récits un peu fictionnels, qu'on me prenne par la main et qu'il y ait des personnages fictifs. Donc c'était pas forcément évident pour moi. Et puis l'écueil que j'ai voulu tout de suite éviter, j'espère que c'est le cas, c'est quand il y a beaucoup d'informations comme ça, je pense qu'on tombe vite dans l'écueil on fait un découpage et puis on plaque une voix off dessus, vous voyez. Et il n'y a pas de continuité entre les cases, le récit ne s'installe plus. Donc j'ai fait attention à ça. Et j'ai essayé parfois de sortir aussi de l'aspect très factuel et même sur les conseils de Amélie, parfois mettre des cases peut-être un peu muettes où il y a moins de contenu pour justement faire ressentir que tout ça c'est pas anodin au niveau émotionnel. Voilà les écueils que j'ai voulu éviter. Amélie, le côté séquentiel en tant que lecteur est très agréable. C'est-à-dire que le parallèle entre ces 3 destinées, entre guillemets, petites destinées très, très ponctuelles, c'est très agréable à lire de cette manière-là. Tu l'as peut-être fait inconsciemment, ou c'est toi qui as fait le scénario aussi, non ? Oui, la mise en scène, ouais. Alors, donc avec le texte brut que j'ai eu. C'est réussi. Ouais. Et je viens juste de comprendre qu'il y avait un code couleur, tu vois, donc... Oui, mais moi je viens du centre-Bretagne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous, on n'a pas encore la couleur et les postes de radio sont des postes à galène, hein, bien évidemment. Hein, ça va de soi. Tu parlais des conseils d'Amélie, juste pour préciser, c'est Amélie Mouget qui est la rédactrice en chef de la revue dessinée, dont je suis donc l'adjoint. Et voilà, en proposant ce sujet dans la revue dessinée, notre but c'était de médiatiser ces pressions, ces intimidations et leurs conséquences. Voilà, vraiment de les mettre sur la place publique, de contribuer à ça. Ça rentre dans une logique plus globale en fait. De celles et ceux qui en sont victimes aujourd'hui, les journalistes indépendants qui sont victimes de ça, et de ne plus se taire, de faire savoir, de médiatiser pour que le public soit au courant. Voilà, aujourd'hui cette conférence aussi, pour être davantage soutenu en tant que journaliste indépendant, en tant que média indépendant, et pour intimider les intimideurs en quelque sorte, quoi. Voilà, de faire en sorte qu'ils ne... C'est toi qui disais ça tout à l'heure, hein, de ne plus les laisser croire qu'ils sont dans l'impunité et qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils peuvent se permettre de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, Morgane Large, elle l'affichait clairement, elle le disait, en médiatisant mes soucis qu'elle a eu après donc, le documentaire France 5. D'un coup, tout s'est arrêté. Voilà, les coups de fil au milieu de la nuit, il n'y a plus eu. Le chien empoisonné, la clôture des chevaux ouverte, on ne sait par qui, etc. Tout ça a disparu du jour au lendemain. Et donc, elle pensait vraiment que ça avait quand même pas mal résolu le problème. Et puis donc, on l'a très brièvement dit tout à l'heure, mais en début d'année, à nouveau, quasiment 2 jours de cette année, 2 ans jour pour jour quasiment après la première fois, à nouveau, une roue déboulonnée et sa voiture qui donc menace de partir dans le décor à la moindre moment. Heureusement, elle s'en est rendue compte avant. Donc finalement, ce combat, en fait, il est loin d'être gagné, quoi. C'est un combat de tous les jours et enfin voilà, et ce qui va durer longtemps encore, parce qu'il y a longtemps, je ne sais pas, mais à partir du moment où le constat est fait que l'agriculture industrielle est dans le mur,
ça les rend hargneux, forcément, par rapport aux perspectives qui s'offrent à eux. Et donc, du coup, il faut trouver des responsables à cette impasse. Et les responsables, c'est ceux qui les critiquent, évidemment. En premier lieu, les journalistes qui osent commettre des reportages et des articles qui leur sont défavorables. On a aussi vu, tu parlais, Laetitia, tout à l'heure des concerts dessinés et des problèmes qu'il y avait eu autour des concerts dessinés, des concerts dessinés, ça le titre, hein, autour des algues vertes. Il y a donc eu aussi le film Algues vertes adapté de la bande dessinée cet été. Et il y a eu des scènes houleuses à plusieurs des avant-premières très nombreuses qui ont été organisées en Bretagne tout au long de l'été. Et même avant l'été. Donc le film il est adapté de la bande dessinée. Et il y a notamment des membres des jeunes agriculteurs, hein, qui est c'est ça le nom, un jeune agriculteur, qui est le nom de la branche jeune de la FNSEA. Oui, c'est ça, c'est ça, hein, qui ont tenté de perturber les séances et parfois proférer des menaces aux journalistes qui étaient présents pour les avant-premières, etc. Donc là aussi, on est loin d'en avoir fini avec ce genre de procédé. Mais voilà, c'est pour ça qu'on continuera aussi à médiatiser ces intimidations, ces menaces, ces procédés qui ne sont pas normaux et que l'on a voulu le faire à la Revue Dessinée pour contribuer nous aussi à faire vivre ce journalisme d'investigation. Tout à l'heure, tu parlais de l'album qui était un best-seller. Tu peux même citer les chiffres. C'est assez hallucinant. On est bientôt donc déjà, je vais citer le dessinateur parce que je ne l'ai pas fait et que c'est lamentable. C'est Pierre Vinove qui a dessiné qui l'a dessiné à merveille et qui a mis en scène aussi, parce que comme toi, il a eu un texte brut et c'est lui qui a fait la mise en scène et la mise en dessin. Et c'est remarquable. Autant que l'enquête d'Inès elle-même. C'est un album qui tutoie maintenant les 200 000 exemplaires vendus, ce qui est exceptionnel, surtout que c'était un sujet qui aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui il est mainstream, mais c'était loin d'être le cas quand la bande dessinée est sortie, et cette bande dessinée a contribué largement à le rendre mainstream, justement, à le rendre hyper connu en Bretagne et même très au-delà, partout en France aujourd'hui. C'est une question qui est vraiment connue, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait, et on fera ça, on continuera à faire ce genre d'enquête qui peut déranger. Alors ce que je voulais dire, c'est que le succès de la BD est là pour montrer que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde et que beaucoup de monde est intéressé. Donc c'est par rapport à cette fameuse omerta qu'il faut briser, l'omerta entretenue par... Mais la réussite du film, c'est exactement la même chose. En Centre-Bretagne, par exemple, pour revenir au Centre-Bretagne, vous avez pensé que c'est obsessionnel, mais malgré tout, tous les cinémas du Centre-Bretagne ont passé le film. Je peux vous dire que c'était bourré à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a un public hyper intéressé par ce qui les environne. C'est-à-dire que souvent, moi je me suis entendu dire, mais quelle légitimité tu as pour t'attaquer à l'agriculture, ou du moins à l'agriculture industrielle? Tu n'es pas agriculteur, tu n'es pas paysan. Non, mais je bois l'eau de cette terre, je respire l'air de cet endroit, et je mange les produits de cette terre. Donc j'ai toute légitimité pour parler de ce qu'on veut me faire bouffer, me faire respirer, et me faire boire. Et tout autant qu'on est ici, on est des citoyens qui avons notre mot à dire par rapport à ce qu'on veut nous imposer, malgré nous. Et le succès du film, le succès de la BD, pour moi, c'est ça aussi. On espère qu'il y aura d'autres succès, parce que j'ai dit tout à l'heure que il y aura un sujet dans la revue dessinée numéro 43 en partenariat avec Splan, qui sera signé par Inès Léraud et Christine Farleron sur le lobby porcin. Il y aura également une suite aux algues vertes, qui en fait ne sera pas une suite aux algues vertes d'ailleurs, mais qui sera plutôt comme on dit dans le jargon de la fiction, un préquel qui va raconter ce qui s'est passé avant. On va faire une histoire du remembrement en bande dessinée par Inès Léraud et Pierre Vinove, le même binôme que pour les algues vertes. Ce sera à venir notamment, probablement dans un an environ. On va continuer à publier par la revue dessinée aussi, on va en album. On va continuer à la revue de faire ce travail d'enquête qui peut déranger. On va continuer de parler aussi de ces intimidations et de ce journalisme d'investigation pour le protéger comme on peut, pour le mettre en avant, le mettre en lumière contre vents et marées. Parce que à la revue dessinée aussi, l'enquête, la bande dessinée, ça fait partie de notre... et la liberté éditoriale, tout simplement aussi, la liberté d'exercer, de traiter des sujets qu'on veut, ça fait partie de notre ADN, avec bien sûr aussi la bande dessinée. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Laetitia, merci Alain bien sûr pour ta présence au pied levé. Et merci à toutes et tous pour votre attention. On va prendre des questions dans la salle maintenant si vous en avez.
Bonjour. Alors, une question, l'agro-lobbying de Bruxelles, l'impact, et deuxièmement, la censure via le numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les sites Internet et compagnie. Je suppose que vous devez être en plein dedans. Sur le net, on voit tout et n'importe quoi, donc on peut vous contrecarrer ou faire des fausses informations, ce qu'on appelle les fake news. Hein, oui, bien sûr. Alors après, pour le coup, c'est plutôt l'inverse de la censure, du coup. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas vraiment de censure et de filtre sur les réseaux. Même si ça dépend un peu des réseaux, mais voilà. Et donc, c'est des moyens pour communiquer, où toutes les parties, du coup, peuvent effectivement communiquer très fortement. C'est difficile de... Le vrai problème des réseaux, c'est pas tant qu'on puisse... à titre personnel, en tout cas, le vrai problème des réseaux, je ne pense pas que ce soit qu'on puisse y raconter tout et n'importe quoi, même si c'est un problème aussi. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous intéressez dans le réseau social, vous allez suivre, vous abonner à des choses qui pensent comme vous. L'algorithme du réseau social va reconnaître ce que vous pensez et vous proposer d'autres contenus qui font que qui pensent la même chose que vous. Et en fait, vous avez l'impression que le monde entier pense la même chose que vous parce que vous ne voyez que des choses qui pensent la même chose que vous. Ce qu'on appelle le phénomène de la bulle de filtre. Et c'est ça le vrai problème des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que chacun est convaincu dans son coin d'avoir raison, que tout le monde est d'accord avec lui et qu'il n'y a jamais moyen de percer cette bulle-là avec une information contradictoire, posée, etc. Tout ce qui semble venir contredire cette espèce d'unanimité à laquelle on assiste paisiblement grâce à l'algorithme des réseaux sociaux est perçu quelque part comme une menace ou comme étant ça une fake news, quand bien même en fait c'est peut-être la bulle dans laquelle on est qui est remplie de fake news. Donc c'est plutôt ça la difficulté des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai pour ces questions-là, c'est vrai pour un milliard d'autres questions, et malheureusement ça dépasse très largement le cadre de l'enquête sur l'agro-industrie en Bretagne, mais ça joue aussi probablement à faire que il y ait, comme sur plein d'autres sujets de société, un peu deux camps qui s'affrontent et qui ont du mal à communiquer convenablement, à trouver des terrains d'entente et je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais à réussir à se parler presque quasiment parfois. Non, j'ai l'impression que tout c'est toujours un peu conflictuel. Ici en Bretagne aussi, dès qu'on essaye sur ce sujet-là, il n'y a pas de dialogue, quoi. Oui, la fameuse partisanerie, quoi, qui régit le monde actuellement. Tu es d'accord avec tel sujet, donc tu es forcément pour machin contre truc. Ouais. Enfin, moi, pour répondre à votre question, à titre personnel, les réseaux sociaux, je les utilise en tant que dessinateur de presse pour foutre la merde. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est que du bonheur, mais je n'échappe pas effectivement à ces cabinets de trolls qui sont là pour polluer pratiquement toutes les choses qui peuvent se mettre en place. Mais ça dépend quel regard. Moi, je ne publie pas grand-chose, en tout cas rien de personnel, sauf vraiment, je vous le dis, c'était une des raisons du dessin de presse et de la caricature, c'est vraiment de foutre la merde. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Faire son café avec de l'eau tiède ou son thé avec de l'eau tiède, il n'infuse pas, hein. Il n'a aucun goût, c'est vrai. Voilà, c'est juste une parenthèse. Hein. Tu n'avais qu'à pas m'inviter. Hein. Au pied levé, oui. J'ai été très touchée par le documentaire de Inès Léraud, mais également par le livre de Nicolas Legendre, Silence dans les champs. Et je me demande pourquoi Inès est beaucoup du coup attaquée et que Nicolas Legendre, je ne sais pas s'il est poursuivi, s'il a des difficultés aussi. Si, il est tout à fait victime de problèmes également. Il avait même rendu public, alors malheureusement j'ai pas tous les détails en tête là, mais peut-être tu sais mieux que moi, mais il avait rendu public une note des Omnivores, qui est une des associations montées par l'agro-industrie bretonne ici, qui était une note sur lui interne, hein, censée être interne, mais où il était peint comme un... je ne sais même plus les termes utilisés, mais voilà, de façon ultra caricaturale, etc. Et comme un
comme un militant, ce serait même beaucoup trop faible par rapport à ce qui est écrit là-dedans. Et il avait choisi de rendre public ça, justement, pour montrer, pour essayer d'en dénoncer l'absurdité et la caricature dans laquelle essayer de le dépeindre ce camp-là, quoi. Voilà. C'est notamment une des choses dont il a été victime, mais au cours de ses enquêtes, il a été pareillement intimidé que les autres. Hein. Mais vous avez raison, c'est remarquable. Hein. Son travail est totalement remarquable aussi. Ça va, oui, ça complète et ça va encore presque plus loin que les algues vertes. Mais je me demandais si, parce que comme il était un homme, du coup, il était moins poursuivi qu'agressé par le milieu. C'est pas une mauvaise... et journaliste au Monde aussi, quoi, peut-être plus protégé. C'est pas une mauvaise interrogation, effectivement. Ouais. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, Inès Léraud n'était pas prise au sérieux de par le fait qu'elle était toute petite, toute menue, pas toute petite, mais toute menue, et que ses interlocuteurs pensaient qu'ils allaient l'habiter, quoi, en fait, en gros. Quoi. Alors, je pense qu'elle est quand même très prise au sérieux maintenant. Mais Maintenant, ah oui, mais pas au début. Au début, il la voyait arriver avec son grand manteau, posant des questions, certes, très impertinentes, mais en même temps, voilà. Puis elle dit rien, elle répond pas dans ces cas-là, quoi. Tu sais, quand tu as des réflexions de gros beaufs, elle dit rien, mais elle note. Voilà. Alors, juste pour abonder en votre sens, effectivement... très probablement que être une femme dans ces situations-là est bien pire qu'être un homme. Bien sûr. Et pour prolonger aussi le lien que vous faites entre ces deux travaux d'enquête, c'est pas, je l'ai pas mis dans le document qu'on vous a affiché à l'écran là, mais dans la revue, à la suite du sujet donc dessiné par Laetitia et qui parle des intimidations dont sont victimes Inès, Morgane et Hélène. On a ce qu'on appelle les pages En savoir plus. Bref, je ne vous fais pas l'article de ce qu'il y a dans la revue, mais dans les pages En savoir plus qu'il y a après la revue, il y a notamment des conseils de lecture et on a alors c'est peut-être pas dans celui-là parce que je ne comprends pas, mais c'est dans le prochain. Il est cité Nicolas Legendre et je crois que c'est dans le à lire du prochain sujet d'Inès qu'il y a, on conseille en tout cas la lecture dans la revue aussi de ce livre qu'il a sorti, Silence dans les champs. Donc oui, c'est l'association entre que vous faites est tout à fait pertinente. Ouais. Tout à fait. Et Inès cite son travail volontiers. Juste une petite question, puisque vous parliez d'espoir quand même tout à l'heure. Est-ce que vous avez connaissance d'autres initiatives telles que Splend ailleurs, dans d'autres régions ou dans des pays voisins à l'échelle européenne ? Alors, en fait, le premier exemple qui me vient en tête, c'est un exemple que Splend eux-mêmes citent, c'est celui de Disclose. Dont Splend revendique l'inspiration. Disclose, c'est un média d'investigation en ligne, comme Splend, mais à l'échelle nationale, disons, sur toute la France, pour le coup, qui a un peu une petite particularité en plus, qui est celle d'être une ONG, et qui est spécialisée, qui traite de plusieurs sujets, mais qui a quand même une forte spécialité sur les questions de défense et d'armée. Voilà, c'est un média d'ailleurs avec lequel la revue dessinée a fait une édition spéciale, un hors-série qui s'appelle On leur vend des armes et le pire c'est qu'ils s'en servent, qui est un album donc d'enquête sur comment la France, le business de la vente d'armes par la France à des régimes étrangers et souvent des régimes peu sympathiques. Voilà, c'est un média d'investigation en ligne indépendant, hyper sérieux, hyper carré, qui révèle très souvent des questions de défense qui sont sous le sceau du secret, mais au nom de la liberté d'informer et du droit à l'information. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple immédiat qui me vient en tête de médias qui cherchent à protéger le travail d'investigation indépendant. J'ai pas d'exemple. En tout cas, sous cette forme-là, il y a des médias indépendants en région, un peu partout en France, souvent, mais ils ne sont pas structurés pareil, quoi. Souvent, ils ont une volonté plus variée, je dirais, de faire de l'enquête, mais de faire aussi des petits sujets locaux. Voilà, ce que Splend ne fait pas. Hein. Ce que Splend, c'est vraiment de la grosse enquête, une fois de temps en temps, mais enfin, une fois de temps en temps, on se comprend, mais je veux dire, il n'y a pas un espèce de suivi actu au fil de l'eau de la région, etc., qui est quand même souvent le cas des médias régionaux indépendants qui se montent. Après, ça peut prendre plein de formes. En fait, il y a tellement de lancements variés et multiples qui sont parfois aussi, ne durent pas forcément très longtemps, hein, c'est la réalité. Et à l'étranger, je ne sais pas, par contre. Mais,
Mais je pense, oui, Disclose, c'est évident que c'est vraiment ce qui nous a inspiré au début. Mais par rapport à Splend et pourquoi l'existence de Splend, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres régions où le poids de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness est aussi important et aussi puissant par rapport à tout l'environnement médiatique, culturel, politique. Hein. Donc je pense que c'est surtout ça qui a été à l'origine de la création de Splend. Alors, je pourrais peut-être juste citer Mediacité quand même, qui est un média indépendant aussi en ligne, qui s'est développé dans plusieurs villes. Pour le coup, là, c'est plutôt centré sur des villes. Donc, ils sont à Lyon, ils sont à Toulouse, je crois qu'ils sont à Lille aussi. Enfin voilà. Et du coup, c'est pas mal de l'investigation sur les questions, disons, à l'échelle de l'agglo, on va dire. Mais aussi des plus petits sujets, quoi, comme je disais tout à l'heure, mais pas non plus tant que ça, vraiment quand même assez axé enquête et tout. Voilà, sur des questions agglo ou régionales, on va dire, voilà, mais qui sont vraiment centrées autour d'une ville à chaque fois, d'un bassin de population fort, quoi. Voilà. Mediacité. Bonjour. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de la manière dont l'industrie a confisqué l'agriculture. Est-ce qu'on peut se poser la même question pour l'édition ? Alors, ici, non. Est-ce qu'on peut se poser la même question pour un peu plein de trucs, en fait, hein, mais les médias, c'est vrai aussi pour les médias. Moi, je suis plutôt journaliste à la base, je viens pas forcément du monde de l'édition. C'est très vrai pour les médias aussi, où aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un média, d'être un grand média national, disons, et de ne pas être possédé détenu par quelqu'un qui a des millions à remettre à la fin de l'année, en fait, concrètement, parce que en fait, c'est déficitaire de faire un grand média national aujourd'hui, donc il faut quelqu'un qui signe des chèques à la fin de chaque année, quoi. Donc voilà, ça du coup nécessite quelqu'un qui gagne de l'argent par ailleurs avec une autre activité, quoi, nécessairement. Donc voilà, c'est un peu le principe de réalité qui va dicter ça aussi. Dans l'édition, je maîtrise moins bien, mais oui, je constate comme vous des grosses concentrations. Et alors, je dirais quand même que ça a quand même moins de conséquences, peut-être parce que ça existe depuis moins longtemps aussi, mais ça a moins de conséquences sur à quoi ressemble l'édition aujourd'hui par rapport à quoi ressemble l'agriculture aujourd'hui aussi. Mais, et tout le calibrage qui va être hyper précis pour rentrer dans des conserves d'aussi, etc., et qui va vachement induire que les agriculteurs, ils choisissent de faire, enfin ils choisissent pas vraiment, mais ils sont contraints de faire tel type de haricots verts avec telle quantité d'eau, ce qui pose d'autres questions aussi sur la ressource de l'eau, etc. Enfin, c'est tout un tas de problèmes en cascade, mais probablement aussi parce que c'est juste une réalité qui existe depuis beaucoup plus longtemps et que du coup, aujourd'hui, les conséquences, elles se sont développées et installées et c'est devenu la situation de fait. Dans l'édition, peut-être qu'on est un peu moins loin, un peu moins avancé, mais oui, en tout cas, le mouvement, effectivement, il n'est pas sur un mouvement de déconcentration, quoi. Il est plutôt sur un mouvement de concentration, c'est clair. J'avais une petite question. Tout à l'heure, on a abordé la question de la gendarmerie qui ne faisait pas grand-chose pour enquêter autour de ce qui est arrivé à Inès et à Morgane. Est-ce qu'il y a des journalistes qui enquêtent sur le pourquoi la police ne fait rien? Est-ce que c'est parce que ça s'est remonté très haut avec la FNSEA, avec la Chambre d'industrie de la Bretagne, avec les ministères, avec la préfecture et des choses comme ça? Ou bien c'est juste parce que il n'y a pas grand-chose à faire, de toute façon tout le monde se connaît mais on ne saura jamais qui c'est? Est-ce qu'il y a des journalistes de Splend ou bretons qui enquêtent là-dessus en particulier? Est-ce que Splend a une enquête sous le coude là-dessus? Il y a plusieurs projets à venir. Je n'ai pas connaissance de celui-là précisément, mais il est possible qu'il soit dans les tuyaux. Il y en a un autre aussi qui me semble très intéressant par rapport à la problématique même des conséquences de l'agro-industrie ou de l'agro-business, qui va peut-être voir le jour un de ces jours, c'est le financement des écoles d'agriculture. Parce que le vrai problème, pour moi, il est là. Savoir qui finance ces écoles d'agriculture. Tant qu'on n'aura pas expurgé les principaux donateurs, genre Bayer, Monsanto ou les fabricants d'ustensiles agricoles, on n'aura pas forcément résolu tous les problèmes. Les élèves qui sortent des écoles d'agriculture sont totalement formatés à une seule politique agricole. Et pour moi, les conséquences de ce formatage, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et je peux vous dire, j'ai connu plusieurs générations de bas du front. Les bas du front d'il y a 40 ans, à la limite, étaient plus souples que ceux qui sortent maintenant.
Là, c'est du raid. Hein. C'est du raid et de l'aveuglement quant à l'avenir. Mais par rapport à la question précédente, je ne peux pas vous répondre précisément. Merci beaucoup pour votre débat. Je voulais revenir rapidement sur la question des réseaux sociaux. Ça bouge beaucoup en ce moment. Hier, il y avait un No Twitter Day qui avait été lancé notamment par des journalistes et des fact-checkers français. Et vous parliez des algorithmes et des bulles de filtre ou des bulles d'information. Je pense que les termes sont super importants dans ces débats-là et dans la circulation de l'information. Et il y a des auteurs qui parlent plutôt, pour parler de ces bulles de filtre, utilisent plutôt l'expression de camisole algorithmique. Je suis assez d'accord avec ça, d'autant plus que moi j'étais un gros utilisateur de Twitter que j'ai abandonné il y a un peu plus d'1 an. Et il y a un autre réseau social qui pour le coup n'est pas du tout marchand et qui est vraiment véritablement social, qui s'appelle Mastodon. Et je vous encourage à aller voir de quoi il s'agit. Et notamment, quelque chose d'intéressant sur Mastodon, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme derrière les serveurs. Donc il n'y a pas de polémiques de manière factice qui sont montées en épingle chaque jour pour vous faire rester le plus longtemps possible sur le site, vous faire vous engueuler, etc. Et je signale d'ailleurs que sur Mastodon, il y a un compte officiel de Splan, me semble-t-il. En tout cas, moi, je suis Splan sur Mastodon. Et il y a beaucoup d'autres associations militantes, comme les Soulèvements de la Terre, par exemple, qui y sont présents. Donc voilà, je vous encourage à regarder ça, parce que c'est totalement non marchand. Donc au niveau de l'organisation entre journalistes indépendants, enquêteurs, associations, mouvements politiques et autres, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et c'est passé de 400 000 usagers mensuels il y a 1 an à un peu plus de 2 millions aujourd'hui. Alors tous ne sont pas francophones, évidemment, mais enfin ça prend de l'ampleur de plus en plus. Voilà, c'est tout. Super. Bonjour, je suis étudiante en école de journalisme et j'admire vraiment votre travail d'investigation et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de travailler avec vous. Mais à part ça, je voulais vous poser une question. Comment on fait aujourd'hui quand on s'appelle Splan ou qu'on est Inès Léraud ou Morgane Large pour accéder encore à une source officielle, pour encore avoir accès à une conversation avec quelqu'un d'important? J'imagine qu'aujourd'hui, les big boss de l'agroalimentaire vous blacklistent parce que vous n'êtes pas leurs meilleurs amis, quoi. Et comment vous faites pour mener à bien vos enquêtes d'investigation et voilà, avoir encore accès à des sources qui sont importantes dans le travail d'enquête? Merci. C'est une bonne question. Hein. C'est bien plus difficile maintenant, c'est absolument évident. Mais il y a plein d'autres Morgane Large et plein d'autres Inès Léraud. Il y a plus de méfiance aussi en face, quoi, hein, ça c'est clair. Mais oui, c'est une bonne question. Les choses sont plus opaques maintenant, c'est évident, ou plus protégées. Je ne sais pas. Après, c'est une question, c'est une éternelle question de ce qu'est l'enquête en journalisme aussi, parce que de toute façon, le big boss de l'agro-industrie ou de n'importe quoi ailleurs, il a de toute façon pas intérêt à spécialement vous parler, quoi que vous ayez, enfin, sauf si c'est, en fait. Si c'est pour en dire du bien, il y a les communiqués de presse, quoi. Et donc, du coup, il va juste vous rediriger vers le communiqué de presse. Si vous n'avez pas envie de suivre le communiqué de presse, lui, de toute façon, déjà, il va se méfier, déjà. Donc, du coup, voilà. Et après, oui, en fait, c'est paradoxal, parce que le travail d'Inès et de Morgane, par exemple, il va leur fermer des portes, mais il va peut-être leur en ouvrir aussi. Oui. C'est un peu paradoxal. Mais il y a toujours un peu des gens... Si vous voulez, c'est compliqué quand on est qui qu'on soit, et quel que soit le business qu'on peut avoir, etc. On a toujours quand même des relations, des cercles, des gens qui savent des choses et qui ont peut-être des intérêts personnels à parler, même si c'est contraire à un intérêt plus collectif, mais voilà, pour des raisons parce que d'un coup ils sont fâchés, parce qu'ils ont des mauvaises relations, parce qu'ils ont envie damer le pion à quelqu'un d'autre en interne. Il y a 1 milliard de raisons qui peuvent exister, et c'est vrai dans l'agro-industrie comme dans n'importe quel autre sujet d'investigation en journalisme. Hein. Mais voilà, le meilleur moyen d'obtenir des informations quand on fait de l'enquête, c'est aussi d'aller voir qui est susceptible de donner des informations. Et donc il faut réfléchir aux luttes internes, à qui s'est fait placardiser récemment et qui du coup aurait bien envie de parler d'un coup. Voilà, c'est un peu ce genre de raisonnement-là, et c'est pas gagnant à tous les coups du tout. Hein. Mais
voilà, c'est comme ça. Et quand on est Inès ou Morgane, quelqu'un qui d'un coup, comme vous êtes connu, comme vous êtes repéré, identifié comme quelqu'un qui enquête sur ces sujets-là, effectivement, disons que les voies directes vont vous être fermées, mais par contre, il y a peut-être des gens qui vont vous contacter aussi parce que vous êtes identifié et qui vont vous dire, bah voilà, elle raconte ça, Inès, dans, je suis perdu, je ne sais plus si c'est dans le sujet ou si c'est ailleurs. Non, je crois que c'est dans le sujet où il y a une scène comme ça, oui, c'est dans le sujet, où il y a des journalistes du Télégramme qui l'appellent et qui lui disent voilà, on a telle info sur telle personne. Alors, c'est pas toujours des journalistes, hein, ça peut être aussi des gens de l'intérieur, mais bon, là, en l'occurrence, c'est des journalistes qui l'appellent et qui lui disent on a telle info, on peut pas ça intéresse pas la rédaction, mais voilà, ce serait bien que tu ailles regarder peut-être de ton côté parce que ça vaut le coup, etc. Et du coup, elle s'empare du sujet. Voilà, donc c'est aussi des choses comme ça qui peuvent arriver parce que d'un coup, vous avez été identifié comme quelqu'un qui sait travailler sur ces sujets-là et qui du coup est un récepteur possible pour accéder à des documents, à des infos, etc. C'est la même chose par rapport à Splend. Et l'exemple de Baptiste est excellent. C'est-à-dire que maintenant, on a pas des informateurs, mais des personnes qui, jusqu'à présent, se sentaient isolées, notamment qui travaillaient dans la presse quotidienne régionale, qui avaient des informations, mais qui ne pouvaient pas les publier ou qui ne pouvaient pas investir, et qui nous transmettent directement les sujets pour que, éventuellement, si on peut, qu'on aille voir, qu'on aille y jeter un œil. Donc c'est quand même effectivement là l'envers, ce que tu dis très justement, l'envers très positif de la médaille. Oui, j'ai une question par rapport à Splend et par rapport à une démarche qui existait déjà dans un milieu relativement similaire au vôtre, qui est le milieu de la pharmacie. Il y a une revue qui s'appelle Prescrire, qui est une revue assez ancienne en pharmacie, qui est une revue qui est montée par des scientifiques, des professionnels, des médecins, qui ont une vision, une démarche totalement différente sur les produits des laboratoires pharmaceutiques que ceux des communiqués de presse ou de la presse officielle. Et c'est quand même un média assez puissant dans ce milieu-là. Est-ce que vous avez des contacts avec ces gens-là? Parce qu'en fait, les cibles sont souvent, vous parliez de Bayer, Monsanto, etc. C'est souvent la même société, le même mode de communication, qui en général remonte plus haut vers le Boston Consulting Group ou vers des cabinets d'audit externes qui ont ce type de démarche et qui fournissent clé en main à tous ces lobbies le type de démarche à afficher pour lutter contre vous et contre le... Alors pour répondre précisément à ce que vous dites, je ne peux pas généraliser, mais je peux vous dire qu'une de nos précédentes enquêtes portait sur les transplants contraceptifs et sur les dégâts que ça pouvait causer. Voilà. Donc on s'était éloigné un peu du monde de l'agriculture pour parler un tout petit peu du monde de la recherche et la recherche pharmaceutique notamment, quoi. Mais en tout cas, on n'est pas que tourné sur les méfaits de l'agriculture productiviste. Hein. C'est une agence où il y a c'est une association où il y a des journalistes. Donc effectivement, il y a sûrement des sujets qui fâchent, qui peuvent arriver un jour ou l'autre sur la place. Hein, et ça ne manque pas, hein, les sujets qui fâchent. Oui, comme un média avec lequel échanger, quoi. Merci à vous pour la conférence. Je me posais une question un petit peu depuis le début, donc je vais vous la poser. Par rapport aux pressions et à l'intimidation. En fait, les deux journalistes, finalement, ne sont pas là ce matin. Pour des raisons personnelles. Est-ce que c'est juste coïncidence ou est-ce que c'est vrai que du coup, par rapport au thème, ça... Non, oui, pardon, j'ai peut-être pas été assez explicite, mais non, aucun rapport. Elles n'ont pas renoncé à venir à cause de pression et de... Non, c'est un problème technique, on va dire. C'est des raisons personnelles. Ouais. Comme il y en avait deux. Oui, bah les deux... C'est une raison personnelle technique. Et on en est désolé. Hein. Oui, bonjour. On est en train de parler de bande dessinée, mais on peut aussi revenir sur le dessin de presse. Si on part du principe qu'un des pères, c'est Honoré Daumier, il y a 150 ans, qui a été un des premiers à étudier le dessin pour contredire le pouvoir, qu'il soit religieux, politique, financier. Dans quel état est le dessin de presse aujourd'hui en France ? Dans quel état est le dessin de presse aujourd'hui en France ? C'est une question pour un caricaturiste.
pardon. C'est pas grave parce que c'est une connerie que je disais, donc ça peut être off. Le dessin de presse se porte pas formidablement bien. D'abord parce qu'il y a très peu maintenant de médias qui publient le dessin de presse. Il se porte quand même relativement... il existe quand même, hein, grâce à des réseaux comme Cartooning for Peace ou France Cartoon, mais il n'y a plus beaucoup de journaux qui osent publier du dessin de presse. Très très peu. Mais parce qu'il y a d'autres médias maintenant qui véhiculent le dessin de presse. Ouais, on a un peu de mal. Et puis, il y a surtout le politiquement correct qui a repris du poil de la bête, qui, effectivement, le dessin qui rentre un peu dedans a du mal à être publié. Mais on a toujours du plaisir à se retrouver ensemble. On a toujours du plaisir à commenter l'actualité. Mais je pense qu'effectivement, on n'est pas en bonne posture actuellement. Mais on existe encore. Mais ce qui me fait un peu de la peine, c'est quand on se retrouve entre nous, c'est plus maintenant des retrouvailles générationnelles. Il n'y a plus beaucoup de jeunes dessinateurs ou de jeunes dessinatrices de presse. Il y en a quelques-uns, mais très peu. La dernière fois, j'étais avec Willem. Willem, c'est un punk de 82 ans, quoi, tu vois. Mais c'est un vrai punk, hein. J'ai jamais vu un mec comme ça, quoi. Juste pour dire que dans la revue dessinée, même si on fait de la bande dessinée, on a un dessin de presse à la fin par Thibaut Soulcier, qui est un des dessinateurs de presse aujourd'hui. Il est aussi dans Télérama, Marianne, et il est une fois par semaine sur nos réseaux sociaux, et dans la revue, dans chaque numéro également, une caricature, ouais. un trait d'esprit de Thibaut, qui en a beaucoup. Ouais. Il y a encore des journaux quand même qui publient des dessinateurs de presse. Ouais. C'est bien, il y a la revue dessinée, il y a Libé, il y a Le Monde. Ouais, il y a la presse quotidienne régionale aussi. Il y a Nono de Ligne pour le Télégramme. Je sais pas. Si, il y a pour Ouest France, c'est Chonu, ouais. Mais bon, on a connu des plus belles périodes. Je me souviens dans les années 80. Excusez-moi, mais bon, vu qu'il y a quelques grisonnants dans la salle, ça va leur dire quelque chose. Mais il y avait notamment en Bretagne, il y avait un journal qui s'appelait, il y avait un périodique qui s'appelait Le Canard de Nantes à Brest, et on était 4 dessinateurs de presse. Et il y avait autant de dessins de presse que de photos dans ce périodique. Donc c'est vraiment des périodes qui n'existent plus, mais qui étaient vraiment bénies, quoi. C'était vraiment un super boulot, quoi. Une super époque, je veux dire, pour le dessin de presse. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on s'arrête là? On t'a dit que qu'il fallait arrêter de parler. Ouais. Ok. On va arrêter de parler. Je vais juste vous préciser que la revue dessinée a un stand au Salon du Livre dans lequel vous pouvez retrouver le numéro 41, les algues vertes et aussi nos autres publications. Merci à toutes et tous pour votre attention et votre présence.